Eh bien, je suis en compagnie de Nicolas Noël et Guy Verne. Alors, Nicolas Noël, qui est le président de Tétinès Biberon. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Guy Verne, qui est à la Fédération des aveugles. Oui, bonjour. Bonjour Guy. Où nous allons évoquer une stratégie qui vise à... Alors, Nicolas va nous parler de sa vision de la chose. On n'est pas dans l'intégration, on n'est pas dans l'assimilation. Pour aider à remettre les personnes en situation de handicap dans le milieu commun, que ce soit dans le milieu artistique, ce qui est le cas de Nicolas, ou dans le milieu du travail, parce qu'on va s'apercevoir que ce qui est possible dans l'artistique est possible aussi dans le monde du travail. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux nous donner l'objet de ton association Tétinès Biberon et comment tu travailles avec les personnes en situation de handicap pour faire et sortir des projets que tu pourrais absolument sortir avec des personnes qui ne sont pas en situation de handicap? En fait, nous, notre principe, c'est de faire des projets artistiques en associant personnes valides et personnes en situation de handicap. Et donc au début, on a fait ça d'une manière un peu informelle. Et puis on s'est rendu compte que dans le domaine artistique, la personne en situation de handicap a mené beaucoup de choses. Donc c'est-à-dire notamment au niveau sur l'interprétation des textes, sur leur vision du monde aussi, comment ils peuvent interpréter un auteur, un spectacle de théâtre. Et donc pour nous, on a vraiment trouvé une richesse particulière chez les personnes en situation de handicap. Donc après, notre principe de travail, il est simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recette miracle. C'est simplement, on part des capacités des personnes en situation de handicap, et c'est à partir de leurs capacités qu'on les fait évoluer dans des projets artistiques. Et voilà, donc on essaie vraiment d'appuyer là où ça fait du bien, et justement révéler ce qu'ils ont en eux. Parce que malgré ce qu'on peut penser des personnes en situation de handicap, il y en a énormément qui ont beaucoup de ressources, mais qui malheureusement, ces ressources-là sont souvent enfouies par rapport à des problèmes d'accessibilité, des problèmes de mentalité. Enfin, il y a tout un tas de problèmes qui fait que ces capacités-là, elles sont pas mises en avant. Et nous, notre travail dans le domaine artistique, c'est de mettre en avant ces capacités-là. Et bien sûr, comme on fait du spectacle, c'est de le révéler au grand public. Un peu à la manière d'une entreprise adaptée qui adapte le salarié à l'entreprise et n'impose pas au salarié de s'adapter à l'entreprise. Voilà, on prend le problème dans le bon sens, finalement, voilà, dans le sens c'est un humain. peu la différence entre intégration et inclusion. Dans l'intégration, la personne handicapée, on l'intègre dans la société. Donc c'est la personne handicapée qu'on essaie de modifier pour qu'elle corresponde aux standards de la société. L'inclusion, c'est l'inverse. C'est pour ça que depuis les années 90, on a changé de concept. L'inclusion, c'est la société qui se modèle par rapport aux particularités des personnes en situation de handicap. Et là, je vais me retourner vers Guy. Alors Guy, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu as eu tout un cursus professionnel en étant non-voyant ou malvoyant. Malvoyant au début, puis non-voyant à la fin, c'est ça, si je ne me trompe pas? Voilà, c'est ça. D'abord malvoyant. Alors d'abord, je suis malvoyant de naissance. Et j'ai eu tout un cursus professionnel après une formation d'opérateur standardiste à l'association Valentin Huy à Paris. Et après, j'ai été embauché par la ville d'Aubagne, qualité de standardiste, d'abord au service technique, puis ensuite à l'hôtel de ville où le central avait été regroupé pour l'ensemble des services. Et à ce moment-là, on desservait 30 ou 40 services municipaux. Alors, est-ce que ton handicap au quotidien t'empêchait de travailler? Non, puisque j'avais un poste adapté. Tout d'abord avec ce qu'on appelait un autocommutateur électromécanique. Et puis par la suite, avec l'évolution technique, on est passé à une centrale électronique où là, la condition absolue pour pouvoir continuer à travailler, il fallait connaître le braille, puisque toutes les informations qui étaient affichées sur les consoles voyantes, pour les voyants, étaient affichées sur une console où il y avait un afficheur braille qui permettait de gérer le trafic téléphonique. Donc on s'aperçoit là que
embaucher une personne en situation de handicap, quel que soit son handicap, ne nécessite pas des particularités, si ce n'est d'adapter l'outil. Et encore, l'outil aussi, on l'a vu sur d'autres vidéos que vous pouvez voir sur le site Webscran, peut être pris en charge par la GFIP, par Cap Emploi, par tout un tas d'organismes qui existent en France pour pouvoir adapter le poste de travail aux salariés que vous embauchez en situation de handicap. Alors, on a discuté tout à l'heure avant l'enregistrement, Nicolas, l'autre handicap qui vient s'ajouter au handicap, c'est celui, quelquefois, de la formation initiale, qui est celle de l'école, où on s'aperçoit qu'on a des gens dont le plus gros handicap, ce n'est pas celui de ne pas entendre, de ne pas voir ou de ne pas marcher, c'est de ne pas savoir lire et de ne pas savoir écrire, quelquefois. Voilà, là simplement, c'est simplement pour vous faire partager une expérience personnelle qu'on a vécue dans notre association. Donc nous, on a été créé en 85 et il y avait des personnes fondatrices qui étaient en situation de handicap physique. Donc on a toujours eu une sensibilité pour inclure les personnes handicapées dans le monde du travail. Donc en tant qu'association, on a été amené à embaucher des personnes en situation de handicap. Et c'est là que je me suis rendu compte que leur plus gros handicap, c'est pas d'être sur un fauteuil roulant ou avoir des problèmes de malentendance, etc. Mais c'était leur niveau scolaire. Donc c'est-à-dire, il avait 25 ans, la personne dont je parle, elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Donc je me suis dit, comment intégrer dans mon association une personne, entre guillemets, illettrée. Et ça m'a interrogé. Et donc j'ai interrogé cette personne-là. Je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'à 25 ans, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire? Ben, il m'a dit, moi j'ai un handicap de naissance. Jusqu'à mon adolescence, ça a été des opérations, de la rééducation. Et donc il était passé à travers toute la formation scolaire de base. Donc à 20 ans, eh bien, il n'avait aucune formation de base, d'où sa grosse difficulté à trouver du travail. Parce que maintenant, c'est très difficile, sans un niveau scolaire minimal, d'avoir du travail. Donc j'ai un peu réfléchi, je suis allé voir sur Internet et j'ai cherché illettrisme et handicap. Donc déjà, je me suis rendu compte qu'il y a très très peu d'études qui ont été faites là-dessus. Et le peu d'études qu'il y avait, ça révélait que chez les personnes en situation de handicap, il y a des situations d'illettrisme qui est vraiment majoritaire. Et c'est là que je me suis dit, comment nous, avec notre pratique artistique, notre culture d'inclusion, on pourrait mettre un peu notre pierre à l'édifice. Et on s'est rendu compte que dans les pratiques artistiques, souvent, ça faisait appel à des notions scolaires. Donc par exemple, avec le dessin, on peut travailler la géométrie. Avec les percussions, on peut travailler les mathématiques. Avec le théâtre, on peut travailler l'histoire. D'où l'idée d'un projet qu'on est en train de mettre en place qui s'appelle Savoir partager. Donc c'est la création d'une méthode d'apprentissage scolaire pour les jeunes en situation de handicap mental à partir des pratiques artistiques. Donc là, on est dans la phase de recherche de financement, puisque c'est vraiment un travail de recherche qu'on veut faire, et donc on doit y associer des chercheurs. Donc il nous faut un petit budget pour mettre en place ce projet-là. Nous, on l'a déjà expérimenté d'une manière empirique, c'est-à-dire sur le terrain, et maintenant on veut vraiment avoir quelque chose de, entre guillemets, prouvé scientifiquement. Et donc après, l'idée de ce projet-là, c'est de créer des fiches scolaires sur Internet pour les éducateurs, pour les parents d'enfants en situation de handicap. Et il suffirait d'appuyer sur son clavier pour dire, je veux travailler les mathématiques, les additions avec les percussions. Et donc c'est de générer toute une fiche pour faire des mathématiques avec des percussions. Alors, voilà. Tu soulèves le problème de la formation initiale, donc de l'école. On a eu dans une autre interview que vous pouvez voir, l'interview de Jean-Luc Placé, qui s'étonnait que l'école étant obligatoire jusqu'à 16 ans, dans une école dans laquelle il est au conseil d'administration, il s'est aperçu que les gens à qui il donne la deuxième chance avaient quitté l'école à 14. Donc il y a quand même un problème dans ce pays où la loi prévoit quelque chose, mais dans les faits, il se passe autre chose. Et on s'aperçoit aussi, dans ce que tu nous dis, que les personnes en situation de handicap sont tout à fait aptes à avoir des acquis tout à fait équivalents. Et d'ailleurs, je vais me retourner vers Guy. Guy, tu as une pratique artistique.
Oui. Ma pratique artistique, elle a été pendant longtemps jeune la musique. Et après, bon, j'ai un petit peu arrêté la musique et depuis à peu près un peu plus de petite quinzaine d'années, je me suis mis au chant. Alors, ta pratique du chant, le fait que tu sois non-voyant ne gêne absolument pas. Et dans le groupe dans lequel tu es, si tu es dans une chorale, on ne peut pas s'apercevoir quand on est dans le public que tu es non-voyant. Alors ça, je ne sais pas, mais peut-être que oui. Parce que bon, moi je lis les partitions avec mes doigts puisque je les lis en braille. Alors peut-être que le public s'en rend compte, ça je ne sais pas. Mais sinon, par contre, il me faut être beaucoup plus attentif parce que moi les gestes du chef de chœur, je ne les vois pas. Donc il faut que je fasse quand même très attention de ne pas démarrer avant mes collègues. Voilà, quoi. Donc ça demande une concentration un peu différente, mais qui est tout à fait possible. La preuve, alors je ne dis pas que ça ne m'arrive pas, mais en général je fais quand même très attention pour que cela... je suis très attentif à l'écoute et ça a toujours été. J'ai toujours beaucoup appris. Là Nicolas a parlé de l'apprentissage, mais pendant très longtemps ce que j'ai appris, et je l'ai appris en l'écoutant par d'autres personnes ou simplement en écoutant la radio, écoutant la télévision. J'ai beaucoup appris à écouter en écoutant et je continue d'ailleurs, malgré ma connaissance du braille ou la lecture par synthèse vocale ou autre, je continue toujours à apprendre beaucoup en écoutant. Alors, moi, j'ai participé à une expérience, c'est au Futuroscope, où il y a une attraction qui s'appelle Les yeux grands fermés, qui est une attraction qui est développé par des non-voyants pour expliquer à ceux qui voient qu'on peut très bien vivre en étant non-voyant. Et là, le monde est inversé, c'est-à-dire que vos guides ne sont pas des voyants, mais vos guides dans cet espace, dans le noir complet, sont des non-voyants. Et vous passez dans tout un tas d'obstacles. Donc il y a une reconstitution d'un marché, une rue avec de la circulation. Vous montez même dans le Marais Poitevin sur une barque. Et celui qui vous guide est un non-voyant. Et vous apercevez très bien qu'on peut avoir tout un tas d'habiletés, qu'on peut avoir tout un tas d'acquis quand il vous manque un sens. Alors là, on parle de la vue, mais ça peut être pareil pour Louis. Ça, je suis d'accord, mais ça suppose quand même en amont un apprentissage. Je fais l'exemple en arrivant ici au studio. Si on me guide pas pour venir jusqu'à devant ce micro, ben, peut-être je l'aurais pas trouvé tout seul. Ou alors oui, je l'aurais trouvé, mais avec un peu plus de difficulté. Ça suppose quand même une adaptation, une auto-formation en quelque sorte. Je veux dire, partout où je vais, quelles que soient mes activités, ben, j'ai l'habitude de toujours faire un repérage de l'espace dans lequel je me trouve, de façon à, si possible, à demander le moins possible l'aide d'un collègue ou d'une collègue. Bon, voilà, de façon à ce qu'une fois sur l'autre, quand je suis administrateur d'une mutuelle, quand je vais au siège de ma mutuelle, pour aller d'un bureau à l'autre, je n'ai pas besoin de demander à un collègue, j'y vais tout seul parce que je sais où il y a le bureau du directeur, du comptable, la salle de réunion, les commodités, etc. Mais ça s'apprend, ça demande un apprentissage. Je ne peux pas m'inventer, arriver à quelque part et dire voilà, je vais à tel endroit ou autre. Ça, c'est malheureusement pas possible. Mais alors, vous, dans votre activité, est-ce que vous n'êtes pas quelquefois bluffé par les capacités d'adaptation des personnes en situation de handicap? Ben, on est tous les jours bluffés. Enfin, maintenant, on ne l'est plus parce qu'on s'y attend. Mais enfin, personnellement, pour moi, c'est une énergie particulière qui existe chez la personne en situation de handicap. Et bien souvent, j'ai l'impression qu'elle compense son handicap par une gentillesse naturelle. Et c'est vrai que pour moi, c'est un domaine très très riche. Et même finalement, des fois c'est un peu en ma défaveur, j'oublie le handicap de la personne. Ça arrive souvent. Mais je crois que c'est la plus belle de ce que vous appeliez l'intégration. C'est d'oublier que la personne est en situation de handicap. C'est-à-dire que là, elle est passée au-dessus de tout pour être exactement une personne comme une autre, sans spécificité, puisque le handicap est une spécificité. C'est pas
pas une tare, c'est une spécificité. Et le fait de l'oublier, c'est finalement que la mission, dans le cadre de votre association, est accomplie. Bien sûr. Oui, oui. Jacques, si je peux raconter une petite anecdote. Une petite blague? Non, c'est pas une blague, c'est tout à fait véridique. Notamment dans le cadre de mes activités de choriste, on chantait dans une église, c'était à Auriol, si je me souviens bien, et on chantait pour une association qui s'appelle Retina France, et qui fait donc de la recherche médicale pour les maladies cécitantes. Et à la fin du concert, mes collègues sont partis et je suis resté tout seul au milieu du chœur. Ils m'avaient tout simplement oublié. Et donc, ils ont oublié ton handicap. Voilà, en fait. donc j'ai eu d'autres exemples comme ça dans mon domaine de travail, que un chef de service vient me dire, Guy, quand vous verrez passer monsieur Untel, j'ai dit oui, moi je veux bien, mais alors après ils sont tout peinés, tout penauds, et moi ça me fait rire parce que c'est assez rigolo, c'est très rigolo, quoi. C'est preuve effectivement que c'est le danger d'être trop bien intégré, on nous oublie un peu des fois. Alors, est-ce que c'est pas bien d'être intégré? Je ne sais pas, mais voilà, quoi. C'est le côté rigolo de l'affaire, quoi. Alors, dans l'entreprise, moi j'ai beaucoup aimé ces deux témoignages parce que ça peut vous montrer que embaucher une personne en situation de handicap, c'est pas forcément ralentir l'entreprise, c'est pas forcément ralentir un service, c'est peut-être même amener un peu plus de richesse parce que on s'enrichit de la différence des autres. Et ça, c'est très important. Et on voit que les personnes en situation de handicap peuvent être si bien intégrées qu'on arrive à oublier leur handicap. Donc que ce soit la cécité, que ce soit la perte de l'ouïe ou des gens sur un fauteuil roulant. Un comptable, c'est toujours un comptable, quoi. Et il faut... alors pour un comptable sur un fauteuil roulant, c'est assez facile. Il suffit que le bâtiment soit prévu et que les ascenseurs soient à la largeur du fauteuil. Mais on n'a pas de problème à embaucher des personnes en situation de handicap. Merci à tous les deux pour être venus témoigner de ça. Jacques, je voudrais apporter juste une petite précision. Tout à l'heure, tu as évoqué la GFIP. Alors, il faut quand même savoir que dans la fonction publique, que ce soit territoriale, hospitalière ou d'État, à l'époque où je suis rentré à la mairie d'Aubagne, en 1980, la fonction publique ne bénéficiait pas d'aide particulière. Et c'est seulement, la GFIP, c'est issu de la loi de 87, et le FIPHP, qui veut dire Fonds d'insertion pour le personnel handicapé dans la fonction publique, ne date que de la loi de 2005. Donc, c'est tout des choses qui sont quand même très récentes. Et à l'époque, c'était les entreprises qui devaient faire l'effort pour acheter et faire la mise en accessibilité du matériel ou éventuellement des locaux. C'était très bien de l'avoir précisé. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Embaucher une personne en situation de handicap, déjà, vous permet, si vous avez le quota, alors parce qu'on est en France, on parle de quota, d'économiser beaucoup d'argent en fin d'année de ce que vous allez reverser en primes, etc. Et vous pouvez les mettre en augmentation de salaire, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est aussi une richesse pour l'entreprise que d'avoir de la diversité. La diversité, c'est aussi accepter les personnes en situation de handicap. Merci à tous les deux. Merci Jacques. Merci.